premier album jeunesse, et même album tout court, même livre tout court, que j'ai été amené à transcrire. D'accord. Alors, je ne sais pas comment on peut dire. J'ai parlé de mise en mots dans le premier télégramme que je vous ai envoyé. Et en fait, je ne suis donc pas du tout traducteur, vous avez bien compris. Je suis avant tout écrivain, depuis toujours. Et il se trouve qu'ayant une relation assez forte avec mon éditeur de l'époque, qui était Milan, la traduction au kilomètre, je l'ai adapté avec plutôt mon style. Enfin, mon style, enfin, je sais pas. Oui, enfin, des phrases courtes, enfin bon, quelque chose qui me ressemblait, même si par la suite j'ai changé le style aussi et amélioré, j'espère, mon écriture. Mais, elle a évolué en tout cas. Pardon ? Elle a évolué en tout cas, votre écriture. Oui, elle a évolué, bien sûr. Mais à l'époque, comme je ferai maintenant, je ne fais plus ce travail de mise en mots, mais à chaque fois, notamment pour celui-ci, j'ai mis le texte dans ma bouche, comme si j'étais un raconteur d'histoire et sans me préoccuper plus que ça du texte original. Donc, pour répondre à une de vos questions, le texte source n'a pas été vraiment utilisé par moi. Enfin, si, bien sûr, mais pas dans le détail, sauf dans les onomatopées. Où là, je me suis replongé dans le texte source, le texte allemand, puisqu'en fait, les onomatopées n'avaient pas été traduites. La dame qui est chargée de ça ne l'a pas fait ou n'a pas osé le faire, ou bref. Donc là, j'ai été revoir les onomatopées sources, et donc je m'en suis un peu inspiré, mais pas tant que ça. Après, c'était surtout dans ma tête à moi, dans mes oreilles à moi, comment, voilà, donc avec l'appropriation très subjective qui caractérisait ce travail, qui me sonnait bien. Voilà, c'est d'accord. Je pense que maintenant, 30 ans après, je ne ferai peut-être plus le même travail. Mais à l'époque, c'était un travail vraiment, je dirais, d'appropriation qui ne m'avait pas été demandé comme tel. Hein. Il m'avait été dit simplement, réécris la traduction comme tu peux, avec le talent énorme qui te caractérise, ça ira tout seul, bon, blablabla. C'est tout, je n'avais aucune consigne. Et le texte que j'ai finalement écrit a convenu tout de suite à l'éditrice et on ne s'est pas posé tellement de questions sur la nature même du texte et sur sa véracité, disons, littérale, quoi. Donc, en fait, l'écrivain, en fait, l'auteur du texte initial allemand, il n'a aucun droit de regard sur ce qui sera traduit derrière. Ah, alors, donc, en général, moi, ça m'arrive tout le temps, puisque j'ai beaucoup de bouquins aussi traduits, je n'ai strictement aucun droit de regard sur la traduction, ce qui pose certains problèmes, évidemment, comme vous le pensez bien. Alors, par contrat, puisque vous savez qu'à chaque livre, on signe un contrat, et chaque livre induit un contrat différent. Donc, chaque livre peut avoir un contrat différent. Et on peut mettre une clause, ce que je fais depuis fort longtemps d'ailleurs, une clause en disant que je m'autorise, non, enfin je m'autorise, je m'octroie plutôt le droit de regard sur la traduction dans la mesure où je pratique la langue. Parce que si ce n'est pas le cas, bon. Alors, donc, comme c'est souvent pas le cas, donc c'est une clause qui ne sert pas à grand-chose, mais en anglais, par exemple, je peux me débrouiller à peu près. Mais c'est tellement compliqué à comprendre quand la traduction peut avoir plusieurs distanciations elle-même dans le sens littéral. Donc, du coup, sauf si on parle deux langues ou trois langues parfaitement, on n'est pas capable, en fait, de vraiment assumer ça, de vraiment vérifier. Alors, quelquefois, je le fais quand j'ai des doutes, à la première lecture, en anglais notamment, je fais vérifier par quelqu'un de mon entourage qui parle très bien anglais.
Oui, oui, tout à fait. Voilà. Bon. Pas dénaturer Mais, le texte, oui. oui, de manière juridique, l'auteur n'a malheureusement aucun droit de regard sur son œuvre traduite. Et enfin, moi, je trouve que c'est vraiment dommage parce que Ben, c'est vraiment dommage. Alors, ce qui se passe souvent, et ça m'arrive presque à chaque traduction, c'est que le traducteur ou la traductrice, c'est souvent des femmes d'ailleurs, ouais, curieusement, oui, me entre en contact avec moi ouais. et d'abord par, je dirais Par par sympathie peut-être? oui voilà par sympathie, par sympathie par rapport au livre qu'elle a aimé. Bon alors, Ouais, ouais. quand les traducteurs n'ont pas fait appel à moi, c'est qu'ils n'ont peut-être pas aimé le livre qu'ils ont traduit, ça c'est On possible. on leur a Mais en peut-être tout imposé aussi, non? On peut imposer la Oui, oui, traduction? oui, absolument. Ben, c'est bien sûr. Enfin, imposer, en tout cas, quand vous êtes traductrice On ou peut, oui, traducteur, vous cherchez du travail et vous ne posez pas la question sur la qualité de l'œuvre. oui, oui. Sauf si vous êtes un traducteur très connu Et et qu'on peut se le permettre. voilà. Oui, après, c'est un problème d'offre et demande, comme toujours. Ouais, Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai toujours des relations, enfin, le plus souvent, des relations assez élaborées avec les traductrices ou ouais. traducteurs qui viennent me demander des explications quand ils voient que je suis ouvert à la discussion. Ça m'amuse énormément, en plus, ça m'intéresse énormément d'expliciter mon texte pour les Français déjà, bien sûr, mais aussi surtout pour les gens qui vont traduire. Bien sûr. Et j'essaye, dans la mesure du possible, d'amener le plus possible d'éléments pour que la traductrice ou traducteur puisse travailler convenablement. Et les échanges sont souvent assez nombreux et qui durent parfois des semaines, voire des mois. D'accord, oui, d'accord, OK. Oui, oui. Et ce qui fait que, par exemple, j'ai 2 traductrices qui sont devenues des amies, en fait, que j'ai visitées, qui m'ont visité D'accord. chez nous, les uns et les autres, en Italie et en Allemagne, Avant le qui sont confinement. des amis proches, oui. Et, et donc, parfois, on a travaillé sur des livres, notamment des livres importants, des romans, des tétralogies que j'ai écrites, etc., Ouais, chez elles, enfin, d'accord, en direct, pendant parfois des jours et des jours. Donc, ça d'accord. peut atteindre, alors c'est assez rare, mais le plus souvent, ça se fait par téléphone, mais le plus souvent par mail, Oui, avec des questions très précises, des demandes d'éclaircissement très précises. Et puis, moi, je me régale justement à éclairer tout ça. Et oui, voilà. Et in fine, on m'envoie. Après, j'ai toujours le retour des livres traduits, naturellement, oui, mais pour lesquels je n'ai plus je n'ai plus de regard parce que le livre a été édité bien déjà, sûr, oui, mais je n'ai pas de regard officiel ni juridique. J'ai juste un oui, regard amical et ensuite la traductrice fait ce qu'elle veut de oui. mes, de mes explications. Oui, mais à partir du moment où elle vous sollicite pour avoir des éclaircissements sur ce que vous avez voulu dire, c'est qu'il y a une vraie volonté de ne pas Oui, trahir ce que vous avez écrit, donc ça, c'est quand même, absolument, c'est hyper absolument. positif, quoi. Notamment dans le cas de mes œuvres de romans, de récits, etc., où je manie beaucoup les jeux de mots, Oui, euh, les virelangues, les jeux de mots, l'humour décalé, etc. Et les parodies, les satires. Et donc, du coup, c'est des textes qui sont assez complexes à traduire oui, pour celui qui n'est pas au courant de mes petites manies d'écrivain. bien sûr. Euh, Déjà, les simples, enfin les correcteurs, ceux qui sont chargés dans les éditions de corriger la syntaxe, la grammaire, l'orthographe, mais aussi le sens des phrases. Dès qu'il y a une chose qui leur paraît bizarre, si je dis par exemple que le pot coule à Reims, par exemple, il va me mettre une petite note en me disant que le pot est comme vous savez sans doute, une rivière italienne. Et voilà. Donc, mais il m'arrive dans mes textes de dire ce genre de choses, de genre de bêtises, parce que c'est dans la narration où le décalage entre la réalité et la fiction est assez ambigu, etc. Donc déjà, les correcteurs
français, parlant fort bien généralement la langue française, se trouvent parfois déroutés par des textes comme les miens. Donc, a priori, un traducteur. Ah oui, tout à fait. Ouais, complètement. Et je me rappelle une traductrice chinoise de Taïwan qui m'avait téléphoné cette fois, et tout s'est fait par téléphone, et je me téléphonais en anglais, et moi je répondais avec mon anglais de fortune, et elle avait aussi un anglais de fortune, mais je crois qu'elle parlait mieux que moi quand même l'anglais, et on a réussi, je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin c'était pour une série avec Frédéric Pio qui s'appelle Raoul Taffin, et avec beaucoup de jeux de mots, et vraiment des jeux de mots très complexes parfois, et même incompréhensibles de la part de Français. Ouais. Parfois, et elle essayait vraiment de chercher le sens. Alors le sens, par exemple, quand on prend un champ lexical, et qu'on fait des jeux de mots avec un champ lexical, c'est du 2e degré, voire du 3e degré. Donc, si on connaît le champ lexical, on peut comprendre les rapports. Si on ne connaît pas le champ lexical, on ne comprend absolument pas l'humour ni le décalage. Donc, c'est compliqué et passionnant, mais parce que des entrées dans la lexicologie, tout à fait. Myologie, parfois, on frise toutes ces sciences du langage, quoi. Très bien. Ok. En fait, vous avez répondu à plein de questionnements que j'avais dans le désordre. Ah oui, je suis un être de désordre et de chaos bien connu. Alors, moi j'avais commencé par ça. J'avais marqué que vous vous définissiez, quand vous parlez de votre travail d'adaptation d'albums étrangers pour enfants, comme un metteur en mots. Quelle différence essentielle voyez-vous entre cette fonction et celle de traducteur conventionnel? Donc, on en a parlé tout à l'heure. Alors oui, voilà, donc en fait, le metteur en mots que je fus à une certaine époque. Et que vous n'êtes plus. Non, mais que je ne suis plus, mais je veux dire que j'ai évolué aussi, parce que j'ai travaillé peut-être pendant une petite dizaine d'années, peut-être un peu moins, je ne sais pas, sur des albums étrangers. Ça me plaisait toujours. Dès qu'on me donnait un album étranger à adapter, j'étais très content de le faire, bien sûr. Et donc, j'ai évolué là-dessus, et j'ai essayé d'être plus proche du sens, non pas du langage, parce que dans la mesure du possible, oui, mais c'est assez compliqué, surtout pour moi qui ne parle pas l'italien, ni le coréen, ni l'allemand, ou très peu en tout cas. Donc autant dans la petite taupe, je me suis vraiment approprié le texte, et j'en ai fait le texte a rapport, l'histoire a évidemment un rapport total avec l'histoire du début, mais le texte pas trop, franchement pas trop. Et par la suite, dans un autre livre que j'avais traduit de Wolf, celui-ci, que vous connaissez peut-être, qui est magnifique. Pas. Non. C'est un des meilleurs. Il en a écrit plein, Wolf. Ça, c'est une très très belle histoire. Non, je ne le connais pas du tout, celui-là. Premier ménage chez Madame K. Je pense qu'il est toujours en vente, je pense. Et donc ça, je l'ai fait peut-être quelques mois après la taupe. Et je l'ai fait un peu dans le même esprit d'appropriation. Et c'est dans cette occasion que j'ai rencontré, que j'ai eu un échange avec Wolf par mail. D'accord. Parce que là, c'est lui qui a écrit le texte. D'accord. Donc, il était à même de réagir par rapport au texte. Et sans me connaître, il m'a envoyé un petit mot en me disant que j'avais, très gentiment, parce que c'est un adorable garçon, et par la suite, on est devenus très amis. D'accord. On est toujours très amis. Mais donc, il m'a dit que j'avais un peu exagéré sur le texte, et que certaines phrases étaient un peu respectaient le sens initial, mais allaient un peu trop loin. Et notamment, une erreur de traduction là, qui n'était pas de mon fait. Mais le petit oiseau que vous voyez sur la couverture, et à qui Madame K apprend à voler. C'est une très belle histoire d'éducation d'enfants et de mères et de pères aussi. C'est un merle, et non pas un corbeau comme la traductrice me l'a. Voilà. Donc c'est pas très grave. Mais c'est un merle, c'est pas un corbeau. D'accord. Bon, le merle, il est petit comme ça, et puis le corbeau, c'est pas le même. Comme ça. Oui, tout à fait. Et puis,
par la suite, cette histoire, c'est l'histoire, je ne savais pas non plus, cette histoire de Wolf, de sa femme et de son enfant. Évidemment, ça n'est pas dit dans le texte. Vous le lirez, vous comprendrez ce que je vais dire, parce que c'est vraiment un très très beau livre. Et par la suite, quelques mois après, il s'est trouvé que j'étais en Allemagne. Donc je l'ai rencontré, on a passé une soirée ensemble, et c'est de cette époque-là qu'on est devenus amis. Et il m'a expliqué cette histoire. Et alors là, je me suis totalement senti comme un crétin total, quoi, comme un couillon de la lune, parce que bon, si j'avais su cette histoire, j'aurais été beaucoup plus délicat avec mon appropriation. Et voilà, donc là, j'ai compris assez vite que traduire un texte n'était pas s'approprier le texte. C'était ma grande erreur, une erreur que personne ne m'a reprochée jusque-là. L'éditeur s'en fichait un peu, je pense. Tout le monde s'en fichait. Il avait un texte en français plutôt bien écrit, plutôt rigolo, etc. Et puis, par contre, les auteurs... L'auteur de La Petite Taupe ne m'a jamais écrit. Bon. Ouais. Mais Wolf, donc, l'a fait, et il a bien fait, puisque par la suite, j'ai fait moins de différence entre la mise en mots et la traduction. J'ai essayé vraiment de respecter, dans la mesure du possible, vraiment le sens de la traduction littérale. Oui, je comprends. D'accord. Et c'est tout le problème de la traduction, quoi. Alors, le problème de la traduction, pour moi, il est différent, mais finalement, ça se rapproche un peu pour le traducteur, c'est d'arriver à exprimer dans une langue différente les mêmes sentiments, bien sûr, à peu près, les mêmes situations, bon, ça c'est plus facile, mais les mêmes sentiments. Et puis, souvent, il y a des homophonies, il y a souvent des mots qui, évidemment, comme vous savez, dans toutes les langues, qui sont presque des idiomatiques. Pas tout à fait des idiomes, pas tout à fait des idiomes, mais qui ont une tendance idiomatique et qui sont souvent corrélés à des sons, etc. Et donc, toute la difficulté, c'est de rester dans la langue source, si possible, en ayant la même fonction de sens pour la langue d'arrivée. Ça, c'est très complexe. Et donc, respect pour les bons traducteurs. Alors, pas respect pour les mauvais, parce qu'il y en a des mauvais sans doute, mais les bons, pas les bons, c'est pas qui. Moi, je ne sais jamais qui est un bon traducteur, parce que je suis toujours de l'autre côté de la route, quoi, du chemin. Mais j'arrive à voir quelquefois, j'arrive à comprendre que le traducteur a réussi son coup, parce que je ne sens pas dépaysé par rapport à ce que l'histoire... donc voilà, ça c'est la grande difficulté, c'est que je n'ai pas moi, parce que quand je faisais la traduction, la mise en mots, j'abandonnais assez vite la littéralité, quoi. Bien sûr, parce que je n'ai pas la compétence, tout simplement. Oui, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué d'autre ? Concrètement, en quoi consiste votre travail d'adaptateur une fois que le texte traduit vous avez été remis ? Bon, ben, vous nous l'avez expliqué. Quelle relation entretenez-vous avec le traducteur ? Ce que je voulais juste te dire aussi, c'est que il y a une grande différence. Enfin, les enfants français, par exemple, moi je m'adresse évidemment dans mes mises en mots, ainsi que dans mes livres d'ailleurs, à des enfants français. Je ne me préoccupe pas du tout de l'aspect universel, bien sûr, parce que si l'histoire est universelle, du coup, c'est très bien. Mais parfois, les histoires, même les histoires elles-mêmes, sont typiquement pour un public français, ou un public allemand, ou un public italien, à cause de la culture, à cause de des situations géographiques, etc., etc. Mais quand même, quand on met en bouche, quand on met en mots, si vous voulez, un texte qui est un texte étranger, on essaye de simplifier et d'éclaircir tout ce qui peut être un peu ambigu du point de vue du lecteur français. Oui. Il y a des choses évidentes pour les lecteurs italiens ou espagnols, même les petits, même les enfants, mais du point de vue... du coup, ça appauvrit nécessairement, ça réduit... le sens, hein, c'est plutôt un appauvrissement, mais on peut pas, je pense qu'on ne peut pas éviter, sauf si on est vraiment un très bon traducteur et qu'on va trouver la solution
Oui. idoine, quoi, la solution exacte. Oui, oui. Et à ce propos, ma femme est décédée il y a 6 ans, et elle était allemande, et elle était traductrice. Elle D'accord. était prof d'allemand, allemande elle-même, elle était agrégée d'allemand parce qu'elle était très, très loin dans ses études d'allemand, c'était sa langue mère. D'accord. Son père était hongrois et sa mère était allemande. Et donc, elle a fait pas mal de traductions du texte allemand en français, parce qu'elle parlait parfaitement le français, bien sûr. Et comme je l'ai pas mal, enfin, je l'ai aidé un peu, comme je pouvais. Ouais. Et justement, c'était sur ça. C'était, je l'ai aidé parce qu'elle, étant française, née à Paris, hein, donc elle parlait parfaitement le français, elle avait une maîtrise de lettres aussi, donc voilà. Mais quand elle était dans l'allemand, qui était sa langue mère, elle avait des difficultés parfois, assez peu souvent, mais quand même, à basculer dans la réception en français. C'est-à-dire qu'il y avait toujours, vous savez qu'en allemand, par exemple, on peut fabriquer des verbes avec des préfixes ou des suffixes, et on peut fabriquer tous les verbes très, très précis. Oui. Si on dit regardez la montagne en se tournant vers la droite, on va pouvoir inventer ce verbe-là en Oui, allemand. bon, d'accord. Alors qu'en français, en italien aussi, je crois, enfin, on est obligé de passer par des métaphores, par des locutions assez complexes, etc. Donc là, si elle ne passait pas dans la compréhension immédiate du lecteur français, du coup, l'expression était assez confuse. Si elle était j'allais dire, je sais pas, germanique ou germaniste, c'est-à-dire vraiment avec respect de la langue source, du coup, il y avait des problèmes. Enfin, que moi, je voyais qu'elle, elle ne voyait pas. Oui, Et oui, tout à fait. elle comprenait très bien, évidemment, le problème. Et donc, du coup, parfois, je relisais Aiguisé. évidemment toute cette traduction qui était parfaite, qui était super, elle était très douée d'ailleurs là-dessus. Oui. Mais de temps en temps, je lui dis, là, tu vois, la phrase est beaucoup trop longue. Oui. Parce que voilà, en allemand c'est comme ça, mais en français c'est pas possible, Ah oui, ou le effectivement. contraire. Voilà. Oui, Euh, je comprends. donc l'oreille en fait du lecteur, enfin l'oreille, les yeux, mais aussi l'oreille, Oui, qui vient nécessairement réduire le champ un peu, non pas le champ lexical, mais le champ du sens, quoi. oui, tout à fait de comprendre. Malheureusement. Sauf dans une bonne traduction, avec des vrais traducteurs qui ont ce problème-là, mais qui vont le résoudre. Voilà. Oui, parce que la relation que vous entretenez avec les traducteurs de livres que vous adaptez, vous les rencontrez ces gens-là ou pas? Les traducteurs? Alors, donc, comme je vous ai dit, Wolf est devenu un ami. Oui, Et donc, du coup, on a beaucoup échangé par la suite sur toutes les traductions, toutes les mises en mots, parce que j'étais toujours pas traducteur, ouais, mais de ses livres. Mais cette fois, c'est lui qui me fournissait parce qu'il parle très bien français aussi, donc il me fournissait d'accord, la traduction, donc c'était beaucoup plus facile. Et ouais, je crois que je n'ai plus fait d'erreur par la suite. J'en ai traduit, j'en ai mis en mots une petite dizaine de Wolf. ouais, Et puis, par contre, à part lui, tous les autres, ils ne m'ont jamais contacté, et donc je n'ai jamais cherché à les contacter non plus. C'était donc en pas fait, on mon vous projet. donnait un texte comme ça brut et c'était à vous après de l'adapter? OK, Voilà, avec le d'accord, plus d'intelligence possible, ouais, dû à mes petites balbutiements du début. ouais, Voilà. ouais, d'accord. OK. Alors, aussi, comment garantir le respect du texte d'origine? On en a parlé également. Oui. Donc oui, parce qu'effectivement, puisqu'il y a un intermédiaire, enfin, entre l'auteur et le traducteur, finalement, vous êtes en bout de course, quoi. Donc Complètement. Oui, oui. Alors, quand il y a, enfin, je répète, généralement, il y a euh, le, la- le, le médiateur entre le texte et le lecteur, c'est le traducteur. tout à Point fait. barre. Et Bon. entre-temps, il y a aussi Là, l'adaptateur. voilà, dans Il y a mon 2 cas, étapes. il y avait deux chemins, d'où la déperdition de sens aussi, Oui, parce que voilà, après j'ai essayé après ça a été, bon, c'était plus simple, c'était ma fille qui parle, enfin une de mes filles qui était à l'époque éditrice d'ailleurs, et qui parlait français et allemand ouais, couramment. Donc c'est elle qui me faisait les traductions, et d'accord. donc
c'était beaucoup plus simple. Dès que j'avais un doute, je téléphonais, elle m'expliquait. Bon, voilà. Donc, par la suite, je pense que je n'ai pas beaucoup fait d'erreurs, mais j'en ai fait au début, bien sûr. Mais parce que plus on fait c'est comme pour le grossiste jusqu'à l'épicerie, hein, plus il y a d'intermédiaires et plus il y a de problèmes, plus il y a de déperdition de sens. Donc, le traducteur, un vrai traducteur, comme vous serez, je n'en doute pas une seconde, eh bien, il travaille en solo, quoi. Il travaille en solo sur le texte, et puis c'est le seul intermédiaire entre le texte de base et puis le lectorat français ou italien en l'occurrence. C'est vrai que c'est un public particulier aussi, les enfants. C'est un public particulier, absolument, oui. Oui, donc, tout à fait. moi, je trouve ça hyper intéressant, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Hein. Ah, d'accord. Alors, ah oui, selon vous, qu'est-ce qu'une bonne adaptation d'album étranger pour enfants? Est-ce que c'est une adaptation enfin, je vous pose la question, mais vous y avez répondu, puisqu'en fait, quand vous me racontez cette histoire où vous avez rencontré Wolf, finalement, en connaissant son histoire personnelle, ça vous a ouvert les yeux sur la façon d'adapter, en fait, ces livres et la façon dont vous deviez travailler. Donc, Oui, et là, c'est une chance exceptionnelle et un hasard affreux, comme disait Prévert. Non, un hasard magnifique, au contraire, qui m'est confié, en fait, sa vie intime, mais ça n'arrive jamais. Ça arrive parce qu'on était très proches une soirée, et puis par la suite aussi. Bon, mais généralement, vous ne savez rien, vous traducteur ou adaptateur, peu importe, vous ne savez rien de l'auteur, ou très peu. Et comme il y a beaucoup d'intimes, c'est ça le problème aussi, bien sûr, de la traduction, c'est que comme il y a beaucoup d'intimité, là, j'ignorais totalement que c'était pour Madame K, j'ignorais totalement que Madame K était la femme de Wolf et que le mari, que j'ai d'ailleurs affublé d'un comportement assez machiste et ridicule, il n'était pas très content parce que c'était pas du tout le texte original, en fait. Mais moi, c'est moi qui me suis approprié ça. Mais c'est parce que j'ai connu son histoire que j'ai pu après faire une deuxième version. D'ailleurs, on a fait une deuxième version beaucoup plus proche. Mais ça, jamais on ne le sait. Jamais on ne le sait. C'est un hasard. Donc, comme il y a beaucoup d'intimité dans tous les écrits, y compris les écrits jeunesse, hein, il y a tout autant d'intimité dans les écrits jeunesse que dans les écrits pour adultes, du coup, le traducteur, il est livré à une espèce de néant, de néant total. Deviner des choses, mais qui dit quoi, qu'est-ce qui est dit derrière les mots, franchement, c'est compliqué. Après, si vous traduisez, je lis énormément d'auteurs étrangers, justement, c'est plutôt que l'auteur français. Moi, je suis vraiment passionné par les auteurs étrangers. De toute origine. Et parfois, il y a des auteurs qui sont toujours traduits par le même traducteur. Et parce qu'il y a une espèce d'intimité qui se crée. Il y a comme une osmose, quoi. Probablement se connaissent-ils, se sont-ils rentrés en contact, parce que c'est toujours passionnant pour un écrivain de parler de son travail avec un traducteur, ça permet d'éclaircir. Et donc, du coup, on peut imaginer qu'au bout d'un certain nombre de livres traduits, l'intimité réelle de l'auteur, qui n'est pas toujours expressive, mais qui est parfois un peu souterraine, va être plus détectée par le traducteur, et que là, il va faire un travail beaucoup plus juste. C'est un vrai binôme, quoi. C'est vraiment quelque chose. Oui. D'accord. Ouais. Alors, si vous voulez, dans le maelstrom éditorial, notamment jeunesse, ou jeunesse et aussi littérature générale d'ailleurs, où on veut absolument produire du livre, c'est terrible ce qui se passe depuis très longtemps d'ailleurs, mais on produit du livre comme on produit des chocobells, quoi, ou des petits pois. Bon. Et donc, tout ce qui est du domaine de la correction, de l'adaptation, de la traduction, sont des pertes de temps. Et donc, moi, je connais beaucoup de traductrices, c'est souvent des femmes, comme je dis, qui
j'allais dire fouettés, non, mais qui sont Ouais. soumis à des Ouais. délais incroyables, parce qu'il faut faire vite, parce que voilà, ils sont payés au forfait en plus, ils sont pas payés généralement à la page, parfois Ouais. oui, Ouais. ça c'est bien, mais parfois non. Et donc, ils ont très peu de temps parce que l'éditeur a très peu de temps pour. Et donc, du coup, la qualité, l'intimité, tout ce qu'on est en train de dire là, ça passe à l'as Ah totalement. oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ça passe Totalement. à côté. Et Ouais. des produits, oui, mon lapsus, des produits, c'est plus des livres, c'est des produits Ouais. adaptés. Donc, des livres adaptés, on les adapte, je sais pas, dans des énormes éditeurs comme Hachette ou des gens comme ça, mais ils s'en foutent complètement de la qualité. Ils font de l'abattage de livres. Et Ouais. souvent, d'ailleurs, c'est des adaptations qui sont des gros pitchs, c'est-à-dire c'est même pas le texte source a disparu totalement, c'est D'accord, des ouais. Reader Digest, comme on disait, ça fait longtemps qu'on fait des Reader Digest, hein, Ouais, ouais, ouais. depuis les années 40, 50 aux États-Unis. Et, maintenant, on fait aussi ça avec tous les bouquins un peu anciens, avec une problématique littéraire un peu genre Jules Verne, Flaubert, etc. Enfin, Flaubert, on n'ose pas trop, mais le digérer. Mais Verne, il a été, même Balzac aussi, résumé. C'est une sorte de traduction, si vous voulez. On traduit du français en français, mais en appauvrissant et en simplifiant et en réduisant le texte. Donc ça, c'est des problématiques qu'on retrouve en traduction. Ouais, tout à fait. Ouais. On demande vraiment pas la qualité. Il faut que ce D'ailleurs, soit. oui, il faut que ça soit rapidement fait, il faut que ça respecte vaguement Ouais, le le texte texte. Si d'origine, c'est pas ouais. bien écrit, on s'en fout. Ouais. Enfin, moi, je lis pas énormément de littérature de jeunesse. Parfois, ça m'arrive d'en lire avec les enfants dans les classes où je vais beaucoup, et les bibliothèques, etc. Et je suis souvent assez atterré d'abord par la mauvaise qualité littéraire des livres pour enfants, parfois. Ouais. Parfois, au contraire, très belles. Hein. Il y a des très, très beaux livres. Je ne parle pas des traductions, je parle des livres en général. Et les mauvaises adaptations, c'est-à-dire les adaptations qui sont faites au lance-pierre et sans vraiment Sans âme, sans quoi. précaution, hein, oratoire. Bon, après, quand l'éditeur, enfin, on est vraiment sous contrôle de l'éditeur. Ouais. Pas l'écrivain au départ. L'écrivain au départ, il prend son temps. S'il veut mettre 3 ans à faire un bouquin, il le fait, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui vient après, c'est-à-dire l'illustration, Ouais. même l'illustrateur, il va Il est être sous pressé. pression. Alors, puis toute l'équipe, les maquettistes, les graphistes, bon, l'illustrateur, le traducteur va être sous pression, évidemment, ou l'adaptateur, et on va lui demander un délai de 15 jours, un mois, 3 jours, bon, je ne sais pas, ça dépend. Et enfin, voilà, à part l'écrivain, Qui est libre. nous on est peinard, on fait ce qu'on veut, Ouais. sauf quand c'est parti. Quand c'est parti, c'est-à-dire quand le bouquin, quand le texte a été accepté. Ouais. Après, il y a tout un phénomène, les épreuves, il y a plein de choses. Là, on n'est pas sous pression, mais on nous demande d'activer, on nous envoie une première épreuve, c'est-à-dire une première lecture de notre part sur Le texte. les épreuves, le texte Ouais. dactylographie, enfin imprimé. Ouais. Bon, là, on a 15 jours pour le faire, ou on a 8 jours pour le faire, ou bon, enfin, on peut prendre son temps si on veut, mais on sent bien qu'il y a une pression parce que c'est une machine industrielle. C'est une machine de Tout ça, guerre. c'est industriel. Donc, du coup, voilà. Tout le monde en fait partie finalement. Personne n'est épargné. Je dis ça parce que les traducteurs, même les vrais traducteurs professionnels, font partie de cette stratégie souvent très vive, quoi, vive plus que vive, quoi, très courte en temps, Qui très peut dévoreuse dégoûter de temps. aussi du métier. Hein. Pardon? Ça peut aussi dégoûter du métier voilà. Complètement, complètement. Je ne vais pas vous mettre. Mais c'est Ah vrai ouais, que non, mais c'est vrai. vous serez jamais traductrice, vous me dites professionnelle. Mais bon, quand on le fait de temps en temps, ça va. Au contraire, c'est plaisant parce qu'on n'a pas de pression ou pas trop. Mais Et quand quand on est on en fait son traducteur métier, professionnel,
Ah, mais j'en connais pas mal, hein, notamment mes deux traductrices italiennes et allemandes. Ce sont des professionnels et elles n'en peuvent plus, quoi. Elles n'en peuvent plus de traduire des textes qui ne leur plaisent pas déjà. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, après, ils sont un peu. Voilà. Et puis, à chaque fois, d'être rabiotés en temps et en argent aussi, parce qu'ils ont beau être syndiqués, le tarif à la page n'est pas pratiqué par tout le monde de la même manière. Et si on veut faire un bon travail, ben, il faut du temps. Enfin, bon, il n'y a pas de mystère, quoi. Non, mais c'est sûr. Et l'industrie s'en fout, puisque tout l'objectif de l'industrie depuis toujours, que ce soit l'industrie culturelle ou l'industrie de manutention ou d'objets, c'est d'aller plus vite, de faire plus vite des choses de qualité égale. Ben non, parce que c'est pas possible. Enfin, c'est possible à un certain moment de faire des choses plus vite de qualité égale, parce qu'on a inventé une machine plus rapide, mais à un moment donné, c'est incompressible. Et après, la qualité, elle baisse. Et bon, voilà, c'est comme ça. Surtout dans le domaine intellectuel. On ne peut pas. Bien sûr, évidemment. Pas. Oui, il y a une impossibilité de comprimer la réflexion, par exemple. Ah oui, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible, c'est sûr. Donc, non. Alors, j'avais noté, vous avez adapté 20 livres pour enfants en français depuis l'anglais et l'allemand. Parlez-vous les langues dont vous avez adapté les textes? Non. Alors, je les baragouine. Donc, quand je vais en Allemagne, je parle allemand. Et quand je vais en Angleterre, je parle anglais. Baragouiner, c'est pas mal. Absolument pas capable de… Non, je peux juste vérifier. Vérifier quoi? Si, en anglais, je relis toujours les traductions. Oui, parce que c'est une langue que vous maîtrisez quand même un peu plus. Vous la baragouinez pas, celle-là. Un petit peu plus. Alors, les titres, par exemple, les titres de chapitres ou les titres, le titre du bouquin, par exemple. Il y a quelques années, il y avait un bouquin que j'ai écrit, un album pour les enfants, qui s'appelle en français Sa Majesté de nulle part, qui est un titre plutôt sympathique d'ailleurs, que j'avais trouvé, pour une fois, j'avais trouvé un bon titre. Bon, bref, c'est une sorte de chat, de vie de chat, de vie parallèle du chat. C'est une histoire un peu fantastique. Et donc, ça a été traduit en pas mal de langues, et notamment en anglais, en américain, en anglais d'Amérique. C'est super, parce que c'est quand on est traduit en anglais, notamment l'anglais d'Amérique, on a un énorme marché qui s'ouvre, donc c'est toujours sympa. Sauf que quand j'ai eu la traduction, donc je n'ai rien vu de rien du tout, sauf quand j'ai reçu le bouquin à la maison. Anglais, à la maison, voilà. Un seul d'ailleurs, ils ont été très, très chiens, mais bon, bref. Ils ne sont pas très généreux, hein. Non, apparemment non. Et donc la couverture, on n'était pas la même, ça, c'est pas grave. Et ils ont repris un dessin intérieur, ils ont le droit de le faire et c'était leur choix. Bon, mais mon histoire parlait de 9 vies du chat, 9 vies, voilà. Et parce que dans notre culture, le rituel de sabbatique, etc., les chats en Europe sont plutôt donnés avec 9 vies chronologiques. Et en Amérique, dans les pays anglo-saxons, et notamment en Amérique, c'est 7 vies, non pas 9. Et donc, d'autorité, sans m'en rendre compte, j'aurais refusé, bien sûr, donc ils ne sont pas demandé mon avis, ils ont supprimé 2 vies de votre livre, de mon livre. C'est-à-dire qu'en fait, c'était facile parce qu'il y avait une histoire qui se continuait, bien sûr, du début à la fin, sauf que chaque vie du chat que j'avais inventé était autonome. D'accord. C'était à chaque fois, le chat avait un autre nom, il était toujours semblable à lui-même, c'était mon chat d'ailleurs, c'était un chat noir que j'avais à l'époque. Et l'écrivain qui est illustré d'ailleurs dans le livre, c'est moi-même, avec des cheveux roux à l'époque. D'accord. Et donc j'avais écrit, l'écrivain écrivait en fait des histoires de son chat, et à chaque fois c'était autonome. Oui. Et donc ils ont enlevé carrément deux pages et 2 illustrations, et ils ont appelé ça les 7 vies du chat. Voilà. Voilà ce qui est possible de faire. Et évidemment, j'ai été voir mon éditeur en lui disant, mais c'est une blague. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et on dit, mais on n'est pas rien, ils ont parfaitement le droit, enfin, le droit. Disons que si on leur fait un procès américain, on va le perdre. Donc, écoute, ton livre est en Amérique, c'est merveilleux, mon garçon.
tu devrais te réjouir, enfin blablabla, voilà. Mais j'étais très, très, très fâché, quoi. C'est Mais vraiment vexant, fâché. oui. Ah ouais, oui, c'est… Mais voilà, ça c'est possible. Et c'est possible, et ça. Et c'est pour ça que si j'avais reçu les épreuves en anglais, j'aurais Vous allez réagi. refuser, Et oui. là, j'aurais pu réagir parce que là, j'aurais compris ce qui se passait, Oui, oui, tout même à avec fait. mon mauvais anglais. Ouais, Bon. non, mais oui, mais là, c'est même plus, c'est le sens du livre qui est… The Seventh Life of the Cat, bon, ça j'aurais compris, j'aurais dit, mais ce n'est pas possible. Bah mince, j'avais mis 3 ans à trouver un titre et finalement, ils m'ont juste dit… Oui, c'est ça, exact. Non, Bon, après, les titres, les Américains, ils sont particuliers, hein. on va le dire, on va le dire. Oui, je préfère largement les Portugais aux Américains, ça c'est sûr. Alors, je m'étais noté aussi, avez-vous jamais songé à traduire plutôt qu'à adapter? Non. Non. Ah non, bah non. Ah non, D'accord. j'en suis strictement incapable. Malheureusement pour votre master, je ne suis strictement pas un traducteur. Alors, je vous ai noté aussi le premier éditeur à vous avoir donné votre chance serait l'éditeur toulousain Milan. Pourquoi une telle fidélité? Alors, nous fûmes amoureux l'un de l'autre. Donc, Milan, oui, c'était… C'est une grande histoire d'amour, en fait. on a démarré presque en même temps. Et puis, donc, du coup, on a fait un chemin. Ils ont publié mes premiers livres. Et puis, j'ai été longtemps avec eux, pas en exclusivité, parce que ça n'existe pas en littérature de jeunesse. En littérature générale, oui, mais pas en D'accord, littérature de jeunesse, où on peut voilà, aller partout si on veut. d'accord, Il n'y a pas de contrat d'exclusivité. Ça d'accord, existe qu'en littérature générale. Et puis très vite, j'ai été voir d'autres éditeurs parce que chaque éditeur a sa problématique également. Et puis j'ai rencontré des gens dans le métier qui m'ont d'autres éditions. Voilà, donc, mais je suis resté fidèle, c'est-à-dire que je leur présentais des livres souvent. Et puis j'avais des relations d'amitié fortes avec certains éditeurs et éditrices que j'avais noués à l'époque de la petite taupe. Là, c'était ouais, déjà les débuts de mon travail d'écrivain. Voilà, donc, et puis maintenant, je ne travaille plus du tout avec eux parce que voilà, l'édition Milan est devenue tout à fait autre chose et que je ne reconnais plus du tout, mais peu d'accord. importe, c'est pas grave. Je travaille avec d'autres éditeurs en qui je me… En fait, un écrivain, peut-être aussi un traducteur d'ailleurs, mais surtout un écrivain, je pense, ou un illustrateur même, travaille avec des gens en qui il se reconnaît un peu. Oui, tout C'est à la… fait. Parce que justement, le milieu est un milieu industriel et que donc, si on n'a pas cette faculté de reconnaître les émotions chez les gens dans les échanges et de les chercher même, Ouais. c'est pas possible de travailler. Moi, je suis un créateur, quoi, un artiste. Le côté industriel ne m'échappe pas. Je sais très bien que, voilà, que ça va être réduit. Mais quand on rêve un livre, on rêve un livre, et puis après, il y a le livre qui arrive, et puis il y a vraiment une chute, hein, pas une chute, mais comment dire, une déception souvent. L'objet n'est pas à la hauteur de ce qu'on a rêvé. Bien souvent, le texte lui-même, le texte qu'on a écrit, n'est pas à la hauteur de ce qu'on a rêvé d'écrire, évidemment, ça c'est évident. Et donc, du coup, il y a une déperdition avec tout le travail éditorial, puis industriel. Bon, ça, il faut le savoir et puis il faut l'admettre. Il y a des compromis qu'on peut avoir parfois, puis d'autres qu'on ne peut pas avoir, absolument pas. Ouais. Par exemple, voilà, qu'on vous change le texte sans vous le dire, pas Oui, possible. Aussi oui, bien pour un traducteur, un adaptateur ou un écrivain, évidemment. Et ça se fait bien souvent. Alors quand vous en êtes, quand vous êtes, moi je relis jamais mes livres édités. Jamais, je l'ai tellement lu que je ne vais pas les relire. Je regarde les images, je regarde s'il n'y a pas des… Enfin, j'ai tellement lu, même en épreuve, que je connais par cœur le bouquin qui va être édité. bien sûr. Sauf erreur finale, Oui, sauf erreur d'impression, je le connais le bouquin, donc je l'ai vu. Parfois, il y a des erreurs in fine après ma dernière lecture. Ça peut arriver. Bon, bah, oui, ça, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est grave, si, mais c'est pas, on n'y peut rien. C'est comme ça. Mais par contre, on est censé, quand on est créateur, donc qu'on soit illustrateur ou écrivain ou traducteur, parce que c'est aussi un métier de création, la traduction, oui, évidemment, oui, on est censé ne pas faire des compromis sur n'importe quoi, sinon c'est pas possible, quoi. L'éditeur doit accepter in extenso, je dirais,
le talent de l'écrivain, le talent de l'illustrateur, le talent du traducteur, s'il les a choisis. Après, tous discutent, mais c'est impossible de censurer quelqu'un derrière son dos. Après, voilà, donc ça, c'est les limites du genre, et en industrie, les limites sont souvent touchées, quoi. Voilà. Oui, tout à fait, je comprends. Ouais, c'est compliqué. Alors, pour en venir à aussi, pour adapter des albums étrangers pour enfants, il faut avoir la capacité de se projeter dans l'univers propre à celui d'un bambin et peut-être d'une certaine façon faire s'exprimer celui qui sommeille en nous et s'en servir de guide à bien adapter. Est-ce votre cas? Alors, si vous me dites non, je ne vous crois pas. J'ai du mal à répondre à ça, mais parce que je pense qu'on ne reste pas un enfant. Enfin, ça, c'est assez joli comme expression, mais je pense que ce n'est qu'une expression, une métaphore, on va dire. Après, ça se discute, c'est un vrai débat intéressant, d'ailleurs passionnant. L'enfant qui sommeille en vous, l'enfant qui est en vous. Certes, nous avons été enfants, mais à l'heure où je vous parle, je suis un vieil adulte d'ailleurs, mais enfin bon, un adulte en tout cas. Un adulte, voilà. Et cet adulte-là, il a des souvenirs d'enfance, évidemment. Il a des souvenirs d'enfance et des regards sur ses souvenirs. Mais franchement, je ne crois pas être l'enfant que j'étais quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Du même que je ne suis pas le jeune homme que j'étais à 25 ans. Bien sûr, tout ça s'enchevêtre et sédimente, bien entendu. Mais l'image jolie, encore une fois, je le répète, est assez répandue, hein, d'ailleurs, de l'enfant qu'on est encore et qui fait qu'on est plus à même par exemple, de s'adresser à des enfants parce qu'on a encore un peu d'enfant en nous, et à mon avis, assez fausse, quoi. Ouais. Fausse n'est pas le terme, mais assez illusoire, peut-être. Ouais. Ce que je pense, par contre, c'est que pour s'adresser à des enfants, vous le savez, vous qui êtes une maman, et donc vous vous adressez à des petits-enfants, donc c'est compliqué, parfois, simple parfois et compliqué d'autres fois. Il faut adapter, il faut faire preuve vraiment d'empathie et d'intelligence. Ouais. Intelligence au sens large, hein, je ne parle pas du cerveau, du QI, hein, je parle de l'intelligence au sens empathique. Et pour ça, si on n'a pas d'expérience, ben on n'est pas dans le coup. C'est pour ça que les enfants, enfin, je conclus en pensant que j'ai raison, mais peut-être que c'est un débat, mais je pense que si les enfants ont des grosses difficultés à se comprendre entre eux parfois, à comprendre leur père, P-A-I-R-S naturellement, c'est parce qu'ils n'ont pas les billes, ils n'ont pas les outils pour comprendre la parole de leur propre parole, en fait. Et donc, d'où souvent des rivalités, des bagarres, des insultes, enfin, etc., etc. Ou de l'indifférence, ou que sais-je. Et alors que quand on est adulte, et je dis ça aussi parce que j'ai animé je continue à en animer d'ailleurs des ateliers d'écriture pour enfants, et pour adultes aussi, mais c'est plus facile. Pour enfants, les enfants n'ont aucune notion de ce qui est bien ou pas bien. Et ce n'est pas la question. Est-ce que c'est bien écrit? Ils s'en foutent. L'important, c'est qu'ils aient écrit. Et qu'ils soient... Non, pas forcément. Oui, ça, ils vont le comprendre. Ils vont le comprendre, mais ils vont comprendre ce qu'ils ont écrit, même si c'est écrit de manière incompréhensible. Eux, ils vont le comprendre. Mais c'est le lecteur qui ne va pas comprendre. Qu'il soit son père, P-A-I-R, ou qu'il soit un adulte. Donc, tout le travail de l'adulte animateur d'atelier d'écriture, ou de la maman, ou du papa, ou de l'adulte pédagogue, on va dire, c'est de décrypter ce que dit l'enfant, qui n'est pas si simple, et d'avoir un langage approprié, pas forcément simpliste, hein, pas du tout, mais approprié. Aussi intelligent que possible, mais un langage approprié à l'enfant, qui va faire que la chose complexe, par exemple la justice, je crois que vous avez, dans le bouquin de la taupe, à la fin, je dis faire justice. Ouais. Bon. Ouais. Ça, ce n'est pas du tout dans le texte, effectivement, comme vous l'avez bien vu, ce n'est pas du tout dans le texte original. Mais je me suis permis, justement, bon. Ah oui, la dernière phrase, elle est énorme. La dernière phrase, oui, parce que je réintroduis avec cette phrase le médiateur qui est l'adulte.
Parce qu'évidemment, la petite taupe, c'est toujours lu avec le papa et la maman, ou le grand frère, ou un adulte, toujours. Après, les gosses, ils peuvent lire tout seuls les images, mais bon. Et donc, la notion de justice, elle n'est pas compréhensible du tout par l'enfant, mais elle va être compréhensible par l'adulte, évidemment. Et l'adulte va pouvoir expliquer à l'enfant ce que c'est que la justice. Alors, il va se débrouiller plus ou moins bien selon qu'il est plus ou moins pédagogue, et qu'il a lui-même une notion de justice exacte ou un peu floue. Bon. Mais oui, voilà, il faut, donc, pour résumer, pour conclure plutôt, je pense que l'enfant qui est en moi n'existe pas, mais il existe par le souvenir, évidemment. Et puis il existe aussi par le regard que j'ai sur les enfants. J'en vois énormément, j'ai moi-même 5 enfants, qui sont grands maintenant, mais je vis encore avec une adolescente qu'on a adoptée avec ma femme il y a 11 ans maintenant, donc ça fait 11 ans qu'on vit ensemble, 6 ans que je vis avec elle seule, et donc je la vois tous les jours, et donc j'ai un regard sur elle, donc forcément ça me parle tout ça, bien sûr, mais ça ne réveille pas, je crois, l'enfant qui est en moi. Ça réveille, enfin ça éveille, oui, ça éveille. Ça éveille mon désir d'expliquer la vie, peut-être. Alors ça, c'est un truc très patriarcal ou très gouroutiste, n'est-ce pas? Mais bon, d'expliquer un peu tout ce qu'on fait, les parents, on essaye d'expliquer la vie à nos enfants pour qu'ils se débrouillent mieux et sans nous plus tard. Voilà, donc c'est... Et quand j'écris pour les enfants, quand j'écris, là je ne parle pas de la parole, mais de l'écrit, je pense que seul un adulte peut écrire pour enfant. Je ne crois pas une seconde qu'un enfant peut écrire pour un enfant. Un enfant peut écrire pour un adulte, oui, bien sûr, évidemment. Au contraire, c'est super. Mais un enfant qui écrit pour un autre enfant, j'y crois pas une seconde. C'est-à-dire qu'il s'écrit à lui-même, quoi, en fait, ou qu'il se... Tout à fait. C'est beaucoup trop complexe, en fait. Donc, en fait, écrire pour enfants, d'ailleurs, c'est Gogol qui disait ça, bon, c'est pas pour me vanter, mais non, c'est que Gogol disait écrire pour les enfants, c'est comme écrire pour les adultes, il faut juste écrire un petit peu mieux. Alors, non, c'est à nous, auteurs pour enfants, on est super contents que Gogol, l'immense Gogol, il dise ça, bon, parce qu'il a écrit pour les enfants aussi. Mais c'est vrai, quoi. C'est pas qu'on écrit mieux, c'est pas ça, évidemment. Moi, je lis exclusivement la littérature générale, très peu de littérature pour enfants, qui m'ennuie souvent, non pas par le texte, mais par la courtitude un petit peu des vues, et j'ai besoin de plus de choses, bon, comme beaucoup d'adultes. Mais en revanche, écrire pour les enfants demande un très grand éclaircissement du sujet, une très grande clarté du sujet plutôt, une très grande compréhension, enfin, la plus grande possible, comme on peut, hein, chacun fait comme il peut, pour pouvoir mettre des mots pas forcément simple d'ailleurs. Quand on écrit moi j'écris des romans pour adolescents, c'est pas loin des bouquins pour adultes, hein, donc on n'est pas vraiment dans la simplicité. Mais néanmoins, on a un public cible, là, qui n'est pas soi. On n'écrit pas à soi. Et quand on écrit pour adultes, on écrit à soi. Donc il n'y a aucun problème. C'est archi facile. Enfin, c'est pas du tout facile non plus, évidemment, mais je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Là, on parle tous les deux, je n'ai pas besoin de mettre une translation, des sous-titres, vous comprenez parfaitement ce que je raconte. Et puis, si vous ne comprenez pas, vous dites, là, je n'ai pas compris. Bon, voilà. Tandis que l'enfant, lui, il n'a pas cet outil. Il n'est pas père avec l'adulte. Et quand il est père avec lui-même ou un enfant de son âge, il n'a pas des outils pour expliquer la complexité de son esprit. Parce qu'un enfant est très complexe déjà. Mais il n'a pas les outils de langage, de narration. Donc, seul un adulte consentant, naturellement, et surtout un adulte qui est clair dans sa tête, bon, il y en a beaucoup, hein, heureusement, peut écrire pour les enfants, quoi. Parce qu'il ne faut pas se tromper, quoi, quand on écrit pour les enfants. Et pour la traduction, c'est pareil. Les liens sont un peu les mêmes. Hein. Il ne faut pas se tromper de mots parce que le public n'est pas le même que le public source. Tout à fait. En revanche, il y a quand même le médiateur de la lecture, et ça fait partie d'une question. Le médiateur de la lecture qui est l'adulte, donc la maman, le papa, le grand frère, voilà.
est-ce que quand vous adaptez un album étranger, vous vous mettez également forcément à la place de ce médiateur de la lecture qui va Ah, transmettre un alors là, message? oui, alors moi j'ai écrit beaucoup d'albums aussi moi-même, bien sûr, et donc c'est un peu la même chose. Quand j'adapte, enfin, quand j'adaptais autrefois donc, les albums, tous les clins d'œil, comme la justice hein, en l'occurrence, Voilà, voilà. tous les clins d'œil, les clins d'œil d'humour ou les métaphores, ou bon, sont des clins d'œil ou des adresses plus que des clins d'œil. Ce sont des adresses au médiateur. Oui. Il y a beaucoup d'adresses à l'adulte. Voilà. Et bon, quand j'adaptais les livres, enfin, on va parler au passé, mais pour enfants, les trentaines que j'ai fait, je me posais beaucoup moins les questions de l'adresse parce que bon, c'était pas mon propos, c'était pas mon texte, mais quand même à chaque fois, je savais depuis déjà à l'époque, hein, parce que j'étais jeune auteur de 35 ans, mais bon, ou de 40 ans, mais j'avais très vite compris qu'il fallait effectivement que dans les récits, dans les albums, Oui. spécifiquement les albums, qu'il fallait que je m'adresse et à l'enfant, bien sûr, et à l'adulte, et médiateur, évidemment. Et j'ai écrit énormément d'albums, et j'ai toujours pratiqué ça, mais je pense, j'ose espérer, je ne vais pas vérifier ni demander à mes petits camarades, mais je pense qu'on fait tous ça, plus ou moins peut-être, mais moi j'ai toujours beaucoup pratiqué parce que le fait que les adultes qui sont prescripteurs, comme ceux qui achètent les bouquins en général, hein, et qui les lisent en plus, qui les donnent en lecture aux enfants, à leurs enfants ou à des enfants, quand ils sont maîtres d'école ou autres, eh bien, il faut qu'ils soient dedans aussi, il faut qu'ils soient interpellés. Si le texte est exclusivement destiné à l'enfant, en gros, l'adulte va s'emmerder, quoi. S'il y a pas par exemple, moi, je soigne toujours beaucoup mes textes. Bon, alors, vous connaissez peut-être de moi que le texte de la petite taupe, alors qui est un texte très ancien, mais que j'avais quand même assez soigné, moi, comme j'essaie toujours de soigner mes textes. Voilà. Mais je fais en sorte toujours d'avoir une écriture littéraire. Oui. Je dis pas que j'y arrive. En tout cas, c'est mon souhait. C'est mon souhait toujours dans tout. J'ai écrit plus de 250 bouquins. J'en ai raté sûrement un plein, comme tout le monde, mais j'ai toujours cette intention de style, voilà, c'est mon truc. Mais ça veut pas dire que je réussis, hein, encore une fois, mais bon, j'ai pas envie d'avoir une écriture atone, pardon. Oui. Atone, j'ai envie toujours j'aime bien le style, moi, j'aime bien le style, et les auteurs que j'aime bien, c'est les auteurs qui sont des... C'est très visible, hein. Ah bon? Je sais pas, ça fait trop Oui. longtemps que j'ai écrit. Ah oui, mais comment dire? Ce livre, il est vraiment, moi, il me plaît beaucoup. Je le lis encore à mes enfants, même mon garçon de 7 ans, il aime bien alors ils aiment bien Oui, c'est quand vrai. tous les 2. Ils aiment bien faire les idiots quand je leur lis ce livre Ah oui, parce que d'accord. ça les fait rire. Ouais. Ça les fait rire. Il y a vraiment toutes ces onomatopées que vous avez, donc finalement que vous avez prises à l'allemand parce que Certaines, oui, et d'autres, ouais. je les ai inventées. Vous Mais, les avez inventées? ah oui, Ouais. certaines, je les ai prises dans le langage source parce que c'était un peu universel, quoi. Parce qu'il y a Mais des onomatopées qui sont propres à chaque pays, en fait, entre guillemets, ou à chaque langue. alors, oui, il y en a qui sont universelles quand même, et il y en a Ouais. qui se ressemblent beaucoup entre pays, et puis il y Ouais, en a qui sont idiomatiques. exact, Absolument. ouais, tout à fait. Oui, oui. Donc, oui, c'est toujours rigolo de voir. Parfois, je ne sais plus, j'ai oublié, mais je crois que le chant du coq, C'est Kili-Kiki en espagnol, je crois, et Cocorico, enfin. là, c'est assez proche, mais En je ne russe, sais il y plus a en en quelle russe langue. aussi, c'est un autre mot. Je fais Oui, du c'est russe, mais carrément. je me souviens plus. Oui, oui, absolument. Donc, du coup, c'est là, il faut se rapprocher quand l'onomatopée ou le son du mot. Moi, je travaille aussi beaucoup les Ouais. homophonies dans mes textes, même les textes de romans. J'adore travailler les mots, tout ça. Et donc, parfois, quand le mot source s'éloigne de la compréhension française, Oui.
là, du coup, je reviens dans la langue française, quoi. Je peux pas. Ouais, il faut que ce soit Et quand compréhensible je pour vois un que public français. quand je vois que c'est proche, Ouais, alors c'est formidable, quoi. ouais. Ça, du coup, ça, on a l'impression de ne pas trahir le mot, quoi. Ouais, tout à fait. En tout cas, ça égaye la lecture. En tout cas, pour moi qui suis, le «médiateur» entre guillemets, Oui, c'est quelque chose qui est drôle à lire et qui fait oui, rire il en faut tout que ça cas. soit drôle pour tout le monde. Il faut que le rire, ça, bon, l'humour, c'est particulier, mais même, prenons même autre chose, simplement les clins d'œil à, à des choses culturelles ou intellectuelles ou à des situations qui peuvent être incompréhensibles de la part des enfants, Ouais, parce que c'est pas là, mais qui vont faire un clin d'œil, encore une fois, donc une adresse à l'adulte qui va ouais, s'y retrouver et qui va donc, s'y retrouvant, aller plus facilement dans le texte, avec le texte, OK, complètement. parce qu'il va se sentir concerné. Si Ouais, l'adulte n'est pas concerné, en tant que médiateur, ça risque d'être ouais, un peu ennuyeux pour lui. tout à Et fait. donc, en écrivant un texte avec un certain, je n'aime pas le mot style parce que c'est vraiment prétentieux, empoulé, il y a des mots que j'aime pas employer, mais enfin bon, on va l'employer quand même, avec un certain style, disons, en soignant le style, Ouais, comme j'essaie toujours de le faire, quelle que soit la tranche d'âge à laquelle je m'adresse, eh bien, je pense toujours à l'adulte. Alors, je pense aussi à l'enfant parce qu'il n'y a pas de raison que l'enfant ait un texte plat, atone, sans mots, hop, des mots incroyables. Les enfants eux-mêmes vont dire, mais c'est quoi ce mot? Je bien comprends sûr. pas. Et donc, ben, du coup, on en discute. L'adulte qui est là, il va lui expliquer ce que c'est. Bon. Donc, du coup, il ne faut pas prendre les enfants pour les cons, ça c'est sûr. Mmh. Surtout pas les prendre pour les cons, ni les adultes, évidemment. Bon. Euh, et donc, du coup, on essaye, enfin, je ne dis pas que je réussis, encore une fois, pas du tout, parce que je ne serais pas cette prétention-là, au contraire, mais j'essaie toujours de hausser le niveau, même dans les albums pour les tout petits, comme La Petite Taupe, là. Ouais. Mais à l'époque, j'avais 30 ans de moins, donc je le fais encore plus maintenant, ça ne se voit pas toujours, mais pour hausser le niveau, enfin, comment Oui, dire, oui, oui. l'intérêt de l'adulte, l'intérêt de l'enfant, et puis de ne pas aller vers le bas, Oui, c'est-à-dire de simplifier, donc de faire des répétitions à outrance, parce que l'enfant, il dit l'armoire est jaune, ben oui, on ouvre la porte de l'armoire, et comme on quitte l'armoire, ben c'est possible, quoi. Enfin, moi, je ne peux pas écrire ça. Donc, et je vois malheureusement souvent des textes oui. qui se préoccupent simplement de la lisibilité. Alors que c'est notre rôle Que je peux aussi en tant que comprendre. médiateur d'expliquer Oui, absolument. les Donc, mots compliqués. voilà, autant dans les récits, on appelle les récits autonomes, Oui, c'est-à-dire dans les récits dont les enfants vont se saisir tout seuls. oui, De temps en temps, ils posent une question parce qu'il y a un mot qu'ils ne comprennent pas, mais bon, ils sont en lecture autonome à partir de l'âge de CE1, CE2, à peu près. Donc, dans les récits autonomes, là, on n'est plus dans ça, l'écriture. L'écriture n'est plus là-dedans, puisque, a priori, l'enfant, il lit seul. Donc, on sait quand même que l'adulte n'est pas loin, que si l'adulte est proche de son enfant, il va quand même avoir lu le bouquin avant, des petits bouquins pas trop longs à lire, donc à un moment, il ne peut pas lire rapidement, bon, s'il n'y a pas des gros mots, je ne sais quoi, à l'intérieur, pour les supprimer, bon. Non, enfin bref. Mais au bout de... Alors, quand les gamins sont plus grands, CM1, CM2, 6e, etc., là, il y a plus les parents peuvent être dans le coup quand même, s'ils le veulent, mais plus du tout, quoi. Ils ne sont plus du tout dans le coup au niveau de la lecture. Donc là, c'est plus complexe, et moins intéressant d'une certaine manière, on s'adresse vraiment à un public cible unique, l'enfant, sachant qu'il y a des enfants qui vont avoir une haute demande de vocabulaire, de narration, etc., puis des enfants qui seront en difficulté. oui, Donc, on a un public aussi assez éclectique, oui, mais ça reste l'enfant. Donc, c'est plus compliqué à écrire puisqu'on s'adresse à un enfant qui n'est pas soi-même et il n'y a pas d'adulte dans le coup. oui, complètement. Alors que quand on fait des bouquins pour les petits, bah c'est super plaisant puisqu'on s'adresse aux petits, on s'adresse à l'adulte, on s'adresse à toute la famille en fait. Donc c'est pas plus simple à faire, mais c'est plus rigolo, plus, je sais pas, plus drôle, Plus motivant. plus motivant pour les petits textes. Oui, Après, un roman, quand j'écris des romans pour les enfants de 10, 12 ans ou
14 ans, il y a un autre plaisir qui est encore différent du plaisir d'écrire à l'adulte, évidemment. Tout à fait. Chaque écriture a son… Pour la traduction, c'est pareil. Hein, je veux dire, on peut vraiment faire interférer les mondes, traduction ou adaptation ou écriture. Hein, c'est la même chose. Hein. Ouais. Après, il y a autre chose qui est important dans les albums pour enfants, c'est les illustrations. Est-ce que vous vous êtes servi des illustrations pour adapter les albums? Évidemment. Évidemment, adapter. On m'a toujours donné, quand j'adaptais, on m'a toujours donné le bouquin original, évidemment, avec les images. Sans cela, si on peut, le texte est autonome par rapport à l'image, évidemment, mais en termes de, alors quand on écrit pour les tout petits, comme le petit Taube par exemple, le texte ne peut pas se passer d'image. Enfin, c'est compliqué. On imagine ça sans image, il y aurait trop d'ellipses. Donc, du coup, on a vraiment besoin d'image, l'enfant a besoin d'image, même le parent a besoin d'image, parce que comme le texte est assez simple quand même, on vient enrichir, l'image vient enrichir avec un tas de petits détails qui ne sont pas dans le texte, et inversement, le texte dit des choses que le dessin ne dit pas. Donc oui, pour adapter un livre, pour traduire un livre, il faut avoir, s'il est illustré, il faut absolument avoir des images devant soi. C'est indispensable. Ça aide beaucoup. D'accord. Oui. Ok. Et enfin, la dernière phrase du livre qui, moi, je trouve est formidable. Voilà, justice était faite, radieuse, la petite taupe s'enfonça à nouveau dans les entrailles de la terre, là où assurément personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. Alors, la première fois que j'ai lu le livre, j'étais hyper surprise parce que j'ai trouvé que c'était hyper complexe pour un enfant, justement. Oui. Et là, on en revient à votre patte, parce que si vous voulez, j'ai aussi lu la traduction qui a été faite par l'Espagnol Miguel Asao, là, qui a traduit le livre, et où la traduction, elle est très, très courte, où il disait « Y feliz y contento, el topo volvió a desaparecer dentro de su agujero ». Donc, c'est juste une petite phrase. Mais vous, c'est beaucoup plus poétique. Et donc, elle dit quoi, cette petite phrase? Elle dit que, heureux et content, la taupe disparut de nouveau dans son terrier. Ah d'accord. J'avais oublié, parce que la phrase allemande, je peux la retrouver d'ailleurs. Parce que vous, elle est quand même… Alors oui. Parler des entrailles de la terre, c'est quand même… c'est pas la même chose que le terrier, quoi. C'est vrai. Alors, mais j'ai peut-être eu tort. Hein, en tout cas, cette phrase ne m'a jamais été reprochée. Non, absolument mais pas. Je ne sais pas si j'ai eu le droit. En tout cas, j'ai pris le droit de l'écrire. Effectivement, j'imagine qu'en allemand, je l'ai certainement quelque part d'ailleurs, mais je ne sais pas où il est. Le texte en allemand. Mais ça remonte à longtemps. Alors, peut-être que j'avais envie d'introduire justement des éléments pour l'adulte. Alors, notamment l'élément de justice, évidemment, qui est absolument incompréhensible pour un enfant de 3-4 ans qui se marre avec l'histoire de caca. Bon, voilà, la justice, pour lui, n'a pas de sens. Et quant aux entrailles de la terre, alors c'était évidemment un clin d'œil aussi aux adultes, intestinaux, quoi, on va dire. Les entrailles, c'est évidemment là où tout ça se passe. Donc, c'est un peu complexe. Alors, peut-être que c'est un peu trop complexe. En tout cas… Ah non, moi je la trouve formidable, cette phrase. Moi, je trouve mais peut-être qu'on peut la trouver formidable. C'est très, très gentil à vous. On peut aussi la trouver trop longue et trop complexe. Et que peut-être la phrase du traducteur espagnol ou de Werner Holzwarth, c'est le nom de l'écrivain allemand, que je ne connais pas d'ailleurs, était, je crois, beaucoup plus courte. Mais là, comme je vous répète, là, je me suis tellement approprié ce texte, je me suis vraiment approprié ce texte. Hein, oui, non, mais complètement. Ben oui, et donc je n'ai pas du tout traduit là, en l'occurrence. Mais justement, ça revient au sujet de la liberté d'adaptation. Absolument. Voilà, donc alors après, bon, la liberté, on se la donne sur le dos de l'auteur. Ben oui. Et c'est ça le problème, quoi. C'est que, bon, moi, j'étais content d'écrire ce livre parce que
je me suis laissé aller, enfin gentiment, hein, je ne dis pas là que j'ai quand même respecté l'histoire, évidemment, et j'ai respecté beaucoup le sens des situations, etc. Mais en rajoutant un petit peu par-ci, des petites touches avec mon petit style de l'époque, je ne sais pas, bon, parce que j'avais envie de ça, et puis ça m'a été demandé comme ça. On n'a pas dit fais une traduction archi-fidèle, on n'a jamais dit ça. Et si on me l'avait dit, j'aurais peut-être essayé d'être plus fidèle. Et cette phrase ne m'aurait peut-être pas tombé de la plume. Ouais. En tout cas, moi qui suis… Figurez-vous que j'ai fait d'autres… Allez-y, non, je vous en prie. Non, allez-y. Non, je disais qu'en tant que médiateur, quand je lis un livre à mes enfants, je ne cherche pas la facilité, au contraire. Plus c'est un petit peu recherché et plus il y a des choses à expliquer, mieux c'est pour moi, parce que inconsciemment, les enfants, même s'ils ne savent pas ce que ça veut dire et que je leur explique et qu'ils vont oublier le mot entraille ou le mot assurément ou le mot justice, c'est quelque chose qui va revenir chez eux, qui va sonner comme un écho. C'est pas quelque chose qu'ils ne verront. Enfin, voilà, oui, c'est vrai. donc c'est pour ça que je trouve que Absolument, mais ce bouquin, je l'aime beaucoup. Les mots, ouais, les mots et les situations, même en littérature, mais ça aussi dans toutes les phases de la vie, sont des petites plantes, quoi, des germes, quoi. C'est-à-dire que on les plante, enfin, on jette un mot qui est un mot complexe ou poétique ou incompréhensible ou abscon ou mystérieux, etc. Et puis, alors, il ne faut pas en mettre trop non plus, parce que sinon, après, les mots vont se bouffer, enfin, les plantes vont se bouffer les uns les autres. Mais donc, ça, c'est un peu le dosage chimique un peu complexe. Bon, voilà. Et en mettant de temps en temps ça génère un questionnement, ça génère un mystère. Et moi, depuis toujours, mais de plus en plus, et aujourd'hui de manière violente parfois, je m'insurge contre la notion de lisibilité pour les enfants, hein, je parle des enfants, de lisibilité à tout crin, que les éditeurs et éditrices, c'est malheureusement souvent des femmes aussi, je dis malheureusement parce que j'aime beaucoup les femmes, mais là je suis obligé de battre contre des jeunes femmes charmantes qui m'assènent leur normativité, ils ont appris de leur formation, de leur master d'édition, etc., où il faut que, en gros, il faut que ce soit lisible, il faut que le langage soit normé, puisque les enfants n'ont pas les clés. Et donc, je m'insurge totalement. Les adultes ont les clés. Oui, absolument. Alors, d'une part, les partenaires, les médiateurs, les adultes sont là pour donner les clés, et d'autre part, les enfants sont là pour les chercher eux-mêmes. Et un mot, il y a des enfants pas curieux, c'est vrai, ben, tant pis pour eux, mais la plupart des enfants, jusqu'à un certain temps, sont curieux. Pardon ? C'est aussi notre rôle. Oui, voilà, oui, bien sûr. Oui, d'abord, c'est notre rôle d'attiser la curiosité. Oui. Ben, le mot entraille, par exemple, si vous reliez le mot entraille au caca dont on parle dans tout le livre, évidemment, ça va faire tilt. Oui. Si j'avais écrit un mot comme abyssal, pour les abysses, c'est connoté au 3e degré, au souterrain. Bon, donc, j'ai plutôt employé le mot entraille parce que, bon, voilà, entraille, quoi. Et donc il ne faut pas se tromper de mots, mais il faut user de mots complexes, parfois, comme un appât, en quelque sorte, pour la curiosité des enfants, quoi. Et des adultes. Tout à fait, complètement. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'est pour ça que j'adore ce livre et que je suis ravie de vous avoir rencontré par ce biais-là, parce que j'aime beaucoup votre façon d'écrire, en fait. Et voilà, et ce bouquin, je le relis très souvent et on ne s'en lasse pas. Donc, je vais aussi interviewer la personne, enfin le traducteur espagnol qui a traduit La Petite Taupe. Voilà. C'est rigolo, ça. Voilà, lui, il habite à Londres et donc, par contre, lui, on ne va pas faire de Zoom parce qu'il n'est pas dispo, mais ça va être par écrit. D'accord. Donc, j'aurai les deux visions de deux personnes qui ont travaillé sur le même livre. Oui, ça, c'est très, très drôle. C'était ce que je voulais. Puis apparemment, c'est pas, on n'a pas du tout les mêmes rapports avec lui, parce que lui, il est vraiment traducteur et moi, pas du tout. Oui, il est éditeur et traducteur et je crois qu'il est écrivain aussi. Donc, il a quand même un gros panel. Voilà, mais non, c'est chouette, je suis très très contente. En tout cas, je vous remercie énormément, Gérard. Et je vous vous revenez quand vous voulez, tiendrai informé de ma note.
Pardon? Ah oui, oui, absolument. J'ai une oui, bonne note bien ou sûr. pas? Absolument, j'espère bien.